Bonjour à tous, ici Horizon News, vous informez vite, bien et sans détour. Alerte constitutionnelle au Bénin, le professeur Kiti, figure respectée du droit et de la société civile, prend la parole sans langue de bois sur le projet de révision de la Constitution. Entre risque de dérive autoritaire, préservation des acquis démocratiques de 1990 et enjeux pour 2026, ces analyses sont explosives et sans concession. Une intervention qui pourrait changer le débat national. Vous ne pouvez pas la manquer. Si vous voulez rester en première ligne de l'actualité africaine brûlante, abonnez-vous dès maintenant à Horizon News, activez la cloche, aimez et partagez massivement cette vidéo. La vérité n'attend pas, on commence tout de suite. Toujours révision de la Constitution. Je suis actuellement avec Nathaniel Réunion Kiti. Il est professeur de sciences politiques et de droit public à l'université d'Abomey-Calavi. Il est le chef département sciences politiques. Avec lui, on parlera également de cette révision constitutionnelle et nous donnera sa lecture technique de cette révision constitutionnelle. Nathaniel Kiti, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers amis téléspectateurs. Alors dites-nous de façon technique, quel est votre regard sur ce qui a été opéré par la représentation nationale vendredi dernier? D'abord il faut faire remarquer que les députés ont violé l'article 35 de la Constitution. Que nous dit l'article 35 de la Constitution? Il dispose les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. Le travail qui a été fait, la loi de révision de la Constitution qui a été adoptée, n'a pas été fait avec compétence. Comment? Parce que quand on prend la Constitution pour la réviser, elle a défini non seulement la procédure, mais également les limites. Et quand on regarde la procédure, on se rend compte aisément qu'elle n'a pas été du tout respectée. Comment elle n'a pas été respectée? Voilà. C'est le cas parce que quand on prend la Constitution, il y a le contenu et le contenant. Donc il y a la Constitution matérielle et la Constitution du point de vue formel. Donc du point de vue matériel, la Constitution du 11 décembre 1990 va au-delà de la loi 90-032. Il faut ajouter la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et également la jurisprudence des juridictions communautaires et même les traités et accords internationaux qui ont été ratifiés par le Bénin. Alors, quand on prend la procédure, on va rapidement à l'article 154, 155 et 156 de la Constitution. Il y a l'initiative de révision qui peut être une proposition ou un projet de loi. La proposition, ce sont les députés et c'est le cas actuel. Il n'y a pas de problème. Mais au-delà de la proposition, il faut une majorité qualifiée pour que la proposition soit acceptée et puis une autre majorité pour que la proposition soit adoptée définitivement. Et ça, alors, oui? Au-delà de ces majorités qui ont été prévues dans la procédure, il y a autre chose qu'il faut ajouter, c'est la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Et la jurisprudence des juridictions communautaires. En 2006, il y a eu la révision de l'article 80 de la Constitution. Et ça a été retoqué par la Cour constitutionnelle qui a dégagé le principe à valeur constitutionnelle du consensus national. Donc, dans la procédure de révision de la Constitution, ce principe doit être respecté. Ce qui n'a pas été déjà le cas en 2019. Et
la Cour africaine des droits de l'homme... C'est écrit dans la Constitution. Oui, je vous ai expliqué que quand on prend la Constitution du point de vue matériel, ce n'est pas la loi seule. Il y a également la jurisprudence de la Cour, ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Lorsqu'on sait que cette jurisprudence parfois oscille, vacille... Non, quelle que soit la position de la jurisprudence, elle reste la jurisprudence qu'il faut respecter. Quelle que soit sa position, il faut la respecter. Alors, ce consensus national n'a pas été respecté en 2019. Et puis, la Cour africaine des droits de l'homme avait été saisie. Et la Cour africaine des droits de l'homme l'a rappelé que le consensus avait été violé parce que, à l'époque, c'était fait en procédure d'urgence, non seulement en procédure d'urgence, mais également que les populations et les corps constitués n'ont pas eu le temps de prendre connaissance du projet ou de la proposition, d'en débattre et de faire des amendements. Rappelez-vous, en 90, pour adopter la loi 90-032, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait une commission constitutionnelle qui avait été mise en place, présidée par le professeur Maurice Aranzo Glele. Et l'avant-projet avait été soumis aux populations, aux corps constitués qui ont fait des amendements. Et c'est ça là que la Cour a rappelé déjà en 2006 et que la Cour africaine des droits de l'homme a aussi rappelé en 2020. Et en ajoutant que le droit à l'information des populations avait été violé. Et dans le cas actuel, ce droit à l'information a encore été violé. Donc, dans la procédure de révision de la Constitution, ça n'a pas été respecté. Mais au-delà de ça, il faut prendre également le protocole additionnel au traité de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, qui dit qu'à 6 mois des élections, on ne peut pas réviser les lois électorales sans tenir compte d'un certain nombre de majorités. Mais la majorité ici n'est pas que numérique, elle est aussi idéologique. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà des partis majoritaires à l'Assemblée nationale et associer les partis de l'opposition aussi bien représentés à l'Assemblée nationale que non représentés à l'Assemblée nationale. Vous avez vu que si le vote a été permis, c'est qu'il y a forcément des députés démocrates qui ont... Non, mais je vous ai expliqué que... Bon, ils ont contesté, vous avez suivi l'actualité sur la question. Mais au-delà de ce nombre de 3 dont la majorité parle, il faut associer non seulement les partis représentés à l'Assemblée nationale, mais également les partis non représentés. Donc, le traité de la CEDEAO, le protocole additionnel de la CEDEAO, a été aussi violé du moment où, actuellement, la Sénat et la Cour constitutionnelle ont validé les duos candidats qui ont déposé leur candidature sur la base d'un mandat de 5 ans. Et la Sénat a validé les candidatures pour les élections municipales et communales. Et ces candidatures ont été validées sur la base d'un mandat de 5 ans. Et on se réveille, le samedi matin, on se rend compte que le mandat sera désormais de 7 ans. Ce qui est une violation du protocole additionnel de la CEDEAO. Maintenant, quand on sort de la procédure, on va rentrer dans le contenu. Et dans le contenu, on se rend compte également que les députés n'ont pas fait le travail avec compétence. Et à ce niveau, la première observation qu'il faut faire, c'est qu'il y a des dispositions qu'on appelle en droit constitutionnel les dispositions supraconstitutionnelles. C'est-à-dire que la Constitution a déterminé des limites pour la révision. Il y a des aspects qu'on ne peut pas toucher quand on veut réviser la Constitution. Est-ce qu'ils ont été touchés? Bien sûr, ces aspects ont été touchés. La forme républicaine? Attendez, au-delà. L'article 156 alinéa 2 parle de la forme républicaine, la laïcité de l'État. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a également une décision rendue par la Cour constitutionnelle en 2011, dans le cadre du référendum. Et la Cour a dégagé
un certain nombre de valeurs sur lesquelles la conférence nationale s'était prononcée. Et au nombre de ces valeurs, selon la Cour, il y a le mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc l'article 42 qui a été modifié viole ce bloc de constitutionnalité, cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que les députés qui ont fait ce travail l'ont fait en méconnaissance de cette jurisprudence-là. Donc l'article 42, le mandat de 5 ans renouvelable une fois, a été dégagé par la Cour constitutionnelle comme étant une disposition supraconstitutionnelle qui est au-dessus de la Constitution et qui ne peut pas faire l'objet de révision. Donc, à vous entendre, vous vous basez sur des jurisprudences de la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que les parlementaires qui sont quand même des constituants dérivés, est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre l'initiative de réviser cette constitution puisqu'ils représentent le peuple au Parlement? Mais on ne leur dénie pas le droit de prendre l'initiative. Ils ont le droit. Oui, ils ont le droit parce que la Constitution permet la révision par une proposition de loi. Tout à fait. Mais dans le travail, il faut respecter la procédure. Il faut respecter les limites qui ont été dégagées par la Constitution du point de vue matériel. Je vous ai dit que mais est-ce que le quand peuple on prend lui-même la peut pas Constitution, franchir ces limites-là? Lorsque le peuple lui-même est vraiment respecté, est-ce qu'il ne peut pas franchir ces limites-là? mais c'est là où se pose un autre problème. Lequel? C'est que la souveraineté appartient au peuple. Et quand vous prenez l'article 3 de la Constitution, il est dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et comment est-ce que le peuple exerce cette souveraineté? Et le peuple l'exerce à travers l'élection de ses représentants et le référendum. Alors, lorsque vous prenez la loi de révision de la Constitution du samedi passé, vous vous rendez compte qu'il y a une institution qu'on a appelée le Sénat qui a été créé. Au nom des pouvoirs de cette institution, vous avez le pouvoir de légiférer. Il est même bien dit dans la loi de révision que désormais le Parlement est bicaméral. Il y a 2 chambres, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. On a attribué à ce Sénat des pouvoirs législatifs. Il intervient dans la procédure législative. Alors, la souveraineté appartient au peuple et le peuple l'exprime à travers ses élus. C'est le peuple qui a élu les députés. Et les députés ont pour rôle de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Mais les membres de ce Sénat-là ne sont pas élus, alors que certains sont élus et interviennent dans le pouvoir législatif, d'autres ne le sont pas. Il y a rupture de légalité, de légitimité. Et donc cette rupture de légalité, de légitimité est une atteinte grave à la souveraineté du peuple. Donc il faut rétablir cette rupture il faut rétablir l'égalité de légitimité en faisant en sorte que si on doit créer un Sénat... Est-ce que légalement les députés ne sont pas habilités à le faire? Je vais finir. Si on doit créer la le Sénat... à le faire? Non. Si on doit créer le Sénat, il va falloir que les membres de ce Sénat soient élus. Et c'est ça ce que cela veut dire. Est-ce que la Constitution avait déjà parlé? Vous avez suivi par exemple aussi le professeur Théodore Hulot qui avait dit qu'une telle institution également avait mais ça a été rejeté par le peuple. Il a dit, je l'ai suivi, il a dit ça a été rejeté en 90. Ça a été rejeté, oui. On ne dénie pas le droit à l'Assemblée nationale de prendre l'initiative de réviser la Constitution. Ce n'est pas de ça il est question. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on ne peut pas réviser la Constitution en violant la souveraineté du peuple. Là, je vous ai dit qu'il y a une violation de légalité, de légitimité. Et lorsque vous avancez même dans le projet, vous vous rendez compte des attributions du Sénat. Et parmi ces attributions, il y a la possibilité pour ce Sénat
de sanctionner les acteurs politiques. Ce Sénat sanctionne les acteurs politiques. Mais c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs. Ah bon, comment? Oui, parce qu'on donne à ce Sénat la possibilité d'arracher aux acteurs politiques les droits politiques et les droits civiques. Seule une justice indépendante, avec respect des droits de la défense, peut décider de vous arracher les droits politiques et les droits civiques. Le Sénat, là, devient une police politique dans ce cas. Mais ce qui n'est pas acceptable dans un état de droit. Donc, non seulement la séparation des pouvoirs est violée, mais également l'indépendance de la justice est aussi violée. Toutes choses qui ne sont pas acceptables dans un état de droit. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que... Mais est-ce que les raisons évoquées ne vous convainquent pas? Quelles raisons? De remodeler notre modèle démocratique tel que vanté depuis... Mais je vous ai lu 2018. Je vous ai lu tout à l'heure l'article 4. Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Alors, comment voulez-vous oui, que le peuple qui a élu les députés, le peuple qui a adopté la Constitution du 11 décembre 1990 et a donné aux députés le pouvoir législatif... De la réviser? Non, le pouvoir législatif d'abord, de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale. Comment voulez-vous qu'on crée une institution qui arrache à ceux que le peuple a élus une partie de leur pouvoir, alors que ceux qui vont animer cette institution-là ne sont pas élus par ce peuple? C'est là où se pose le problème. Les présidents de la République sont élus. Mais le président de la République, il est élu. Mais à la fin de son mandat, il n'est plus élu. Il n'est plus élu. Les anciens présidents ne sont plus élus. À la fin de leur mandat, c'est terminé. Est-ce que les présidents les anciens présidents de la Cour constitutionnelle restent élus? À vous entendre, ce qui constitue la maldonne, selon vous, c'est le fait que les membres de ce Sénat-là ne soient pas élus. Sinon, pour vous, l'institution ne vous dérange pas? L'institution peut être créée. Mais si l'institution doit être créée et arracher à l'Assemblée nationale une partie de son pouvoir, tel que c'est fait là, il faut donner au peuple la possibilité de se prononcer sur sa création. Mais c'est de ça qu'il est question, ce qu'on appelle le parallélisme des formes. À défaut de le faire, il faut respecter le consensus national et le droit à l'information. C'est-à-dire que, citoyen que vous êtes, vous avez le droit de savoir ce qui est dans la proposition de loi de révision de la Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution, et c'est ce que la Cour africaine des droits de l'homme a dit en 2021, en 2020 plutôt. Selon la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en révisant la Constitution du 11 décembre 1990 en 2019, sans respecter le consensus national, le droit à l'information, il y a une atteinte grave à la paix et au développement économique, social et culturel. Toutes choses qu'on recherche aujourd'hui en nous justifiant cette révision. Pourquoi? Parce que la Constitution, c'est un pacte social. C'est le pacte social obtenu à la conférence nationale. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour que nous puissions construire une nation. Alors, lorsque ce pacte social est rompu, il y a une menace à la paix et au développement social, économique et culturel. Et donc, il faut rétablir ce pacte social. Et lorsque vous rentrez dans les théories de Montesquieu, de John Locke et autres qu'on enseigne dans les universités, il est dit que le souverain, c'est-à-dire celui qui est choisi
pour gouverner, il gouverne dans le respect de ce pacte social. C'est la raison pour laquelle le président de la République, il prête serment. Et quand il prête serment, il dit qu'il va respecter et défendre la Constitution. Mais dans le cas actuel, il ne respecte pas la Constitution, il ne la défend pas non plus. Et donc, il y a eu violation de son serment. Dans le cas... Comment? Mais il prête serment pour respecter non seulement la Constitution, mais la défendre. S'il défendait la Constitution, mais est-ce que quelque part... il devrait pas rester silencieux dans le cas de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Est-ce que quelque part vos analyses ne sont pas teintées de votre coloration politique? Non. Lorsque l'on sait que la Constitution elle-même prévoit que les députés puissent la réviser. Et lorsque il n'arrive pas à avoir le quota conséquent à sa révision, on va au référendum. Dans l'Assemblée nationale actuellement, selon sa configuration, on a les élus des démocrates qui y sont. Le vote a été effectué en secret et qu'on constate que sur les 109 députés, 90 ont voté pour. C'est des Béninois qui ont voté pour. Monsieur le journaliste, oui. Du développement que j'ai fait tout à l'heure, je vous ai lu les articles 154, 155 et 156. On n'a pas dénié aux députés le pouvoir de prendre l'initiative de révision de la Constitution. Ça, ce n'est pas une coloration politique. Justement. Ça, c'est technique. Tout à fait, c'est pour ça que oui. Mais ce dont il est question ici, c'est non seulement le respect de la procédure pour la révision de la Constitution, mais également le respect des balises qui ont été mises dans la Constitution. Et au-delà de la Constitution, je vous ai expliqué que il y a la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qu'il faut respecter. 2011. La jurisprudence de 2006, la jurisprudence de 2011, même la jurisprudence des juridictions communautaires et les traités et accords internationaux que le Bénin a signés. C'est de ça il est question. Quand on parle de ça, ce n'est pas qu'on dénie aux députés le pouvoir de réviser la Constitution. On leur demande que pour réviser la Constitution, ils doivent respecter non seulement la procédure, mais en ce qui concerne le contenu, ils doivent respecter les limites. Le professeur Kitty alerte. La révision annoncée de la Constitution n'est pas un simple ajustement technique. Il pointe les risques majeurs. Allongement possible du mandat présidentiel, affaiblissement des contre-pouvoirs et remise en cause des acquis de la Conférence nationale de 1990. Pour lui, modifier les clauses verrouillées, durée et nombre de mandats, violerait l'esprit du pacte fondateur et ouvrirait la porte à une dérive institutionnelle durable. Il insiste, toute révision doit rester mineure, consensuelle et surtout préserver l'équilibre démocratique conquis de haute lutte. Enfin, il appelle la société civile et les citoyens à une vigilance absolue avant 2026, car une constitution n'est pas un jouet politique. Un décryptage sans concession qui remet les enjeux au centre. Alors, professeur Nathaniel Kitty, aujourd'hui, cette constitution, elle est votée, les regards sont tournés vers le président de la République pour sa promulgation, la Cour constitutionnelle également d'abord pour son contrôle de constitutionnalité. On a parlé de traits politiques, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que, et c'est là que c'est suffisamment grave le contenu. Parce que lorsque vous prenez la Constitution, prenez le préambule. Je vous lis le préambule. Juste le premier tiret. On dit « Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. » L'attrait politique, c'est la confiscation du pouvoir politique par celui qui est au pouvoir. Comment? Bien sûr, parce que il empêche pendant près de 7 ans les citoyens d'exprimer non seulement leur opinion politique, mais également les partis politiques d'animer la vie politique. Mais c'est de ça il est question. Regardez à l'entame même du projet de la loi de révision. On dit que
l'action publique découlant de l'exercice de ces pouvoirs ne peut être contestée qu'en droit. C'est-à-dire désormais, il n'y a plus la possibilité aux citoyens de critiquer l'action publique. Il n'y a plus la possibilité aux citoyens de demander à manifester contre l'action publique. C'est de ça il est question. Donc c'est une confiscation du pouvoir. C'est de l'arbitraire, c'est de la dictature, cette trêve politique. On ne peut pas l'accepter dans un état de droit. Alors que dans le quatrième tiret, du préambule, on a réaffirmé notre attachement au principe de la démocratie et des droits de l'homme tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations Unies, par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc c'est une confiscation du pouvoir, cette trêve politique. Mais vous avez dit, et vous avez parlé d'animation de la vie politique tout à l'heure, est-ce que, en toute honnêteté, sans jugement partisan, est-ce que vous étiez fier de la façon dont la scène politique a toujours été animée au Bénin, où les opinions politiques s'articulent autour de clivages personnels et personnifiés? Mais le Bénin reste le Bénin. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. La France. Les États-Unis. Pourquoi voulez-vous comparer le Bénin à la France sur ces aspects-là, alors que les hommes sont différents, les cultures sont différentes? Mais pour la démocratie, on compare le Bénin à la France. On veut mais la démocratie, c'est un régime politique. Un régime politique qui a un contenu. Ouais, pourquoi vous ne voyez pas cette démocratie-là comme un régime politique personnifié? Non. Vous savez, regardez les États-Unis. Aujourd'hui, sous Trump, vous avez suivi il y a 2 semaines, il y a des élections dans certains États fédérés. Et Barack Obama est allé soutenir les candidats. Donc vous ne pouvez pas dénier à un ancien président le droit d'exercer, de jouir de ses droits civiques et politiques. Un ancien président est libre de diriger un parti politique, est libre de faire la politique. C'est quand même permis qu'il est libre de siéger ou de ne pas siéger. Mais il est libre de siéger ou de ne pas siéger. Voilà, donc le fait que la vie politique béninoise soit personnifiée telle que vous êtes en train de le dire là, mais c'est lié à notre vie politique. Avec le temps, vous aurez... Que des gens se fassent des règlements de compte politique au prétexte de critique de l'action gouvernementale, qu'on puisse demander à ce qu'on puisse aller peut-être destituer un pouvoir politique. Non, écoutez. Ce qui se dit sur ces aspects n'est pas vrai. Vous voyez? Comment c'est pas vrai? Non, mais vous avez la liberté, vous avez la liberté d'opinion et vous avez la liberté d'expression. Oui. Mais votre liberté d'opinion et votre liberté d'expression est encadrée. Mais on a vu par dans le cadre de l'exercice. On a vu par le passé que des gens, des citoyens ont franchi le Rubicon, peut-être en allant s'en prendre à des personnes directement. Vu écoutez, des actions de grave. Est-ce que la compétition politique, est-ce que le débat politique doit aller jusqu'à ces extrémités-là? Attendez, les partis politiques ont pour rôle d'animer la vie politique et de concourir à l'expression des suffrages. Et vous avez dans l'animation de la vie politique la formation des citoyens, la formation des candidats, la préparation des candidats à participer aux élections, la sélection des candidats à participer aux élections. Donc, entre 2 élections, c'est le rôle des partis politiques. L'éveil de la conscience citoyenne. Mais ça, c'est le rôle des partis politiques. En imposant une trêve politique, on institue la pensée unique. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de dire autre chose que ce que pense celui qui est au pouvoir. Désormais, là, si cette loi de révision de la Constitution passe, vous aurez des difficultés désormais
à animer des débats ici. Parce que on impose aux partis politiques non seulement de critiquer, mais aussi de faire des propositions. Je suis libre de faire des propositions, mais je suis libre également de critiquer. On ne peut pas m'obliger en critiquant à faire des propositions. Je suis libre. Si vous voulez que je fasse des propositions, je peux vous demander de me consulter, vous allez payer. Mais je peux critiquer pour que vous puissiez aller me consulter. Mais les critiques qui incitent à la parti rébellion, politique qui critique, les critiques parfois qui incitent à la rébellion. Non. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Non. peut-être que ce que vous dites quand même tient la route, parce que peut-être est-ce que vous ne voyez pas quelque part que la forme d'animation de nos oppositions politiques en Afrique pose un problème parfois? Ça ne pose aucun problème. Je viens. Lorsque on porte au pouvoir un président de la République, 1 an après, 2 ans après, on se met à le critiquer. Ceux qui le critiquent, lorsqu'ils prennent le pouvoir, on les retrouve encore dans les mêmes travers supposés. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une sorte d'impatience? Est-ce que quelque part, il n'y a pas une appropriation réelle des enjeux du pouvoir politique? Non, je ne pense pas. Que même si je mets Nathaniel Kitty, professeur de sciences politiques et droit public, aujourd'hui président de la République, il y aura forcément des gens qui vont monter au créneau pour dire il y a des atteintes à la démocratie. Mais c'est leur rôle. En tant que citoyen, vous avez le droit de critiquer. C'est votre rôle. Mais la critique est constructive. C'est à vous de tirer ce qui est positif des critiques que vous recevez. Mais lorsque ces critiques-là sont utilisées pour déstabiliser un régime politique... Non, aucune critique ne déstabilise. Aucune critique ne déstabilise. Ah bon? Ah oui. Vous êtes sûr? Les citoyens ont le droit de critiquer celui qui est au pouvoir. Oui, parce que, mais celui qui est au pouvoir, vous êtes là par exemple, vous critiquez, celui qui est au pouvoir peut ne pas avoir le réflexe de voir certaines choses que celui qui n'est pas au pouvoir voit mieux. C'est comme le joueur et le spectateur. Je ne sais pas si vous êtes allé au stade une fois. Vous voyez, lorsque le joueur a le ballon, le spectateur peut penser un instant que il peut marquer le but s'il mettait la balle du côté gauche, alors que lui, il a mis du côté droit. Donc, c'est quelque chose du genre qui se passe entre le gouvernant et le gouverné. Le gouverné a le droit de critiquer le gouvernant pour lui dire non, cette balle-là, tu aurais pu la mettre du côté gauche au lieu de la mettre du côté droit. Mais la traite politique interdit désormais aux citoyens ce droit de critiquer. Interdit désormais aux partis politiques ce droit de critiquer sans proposer. Mais c'est suffisamment grave. Peut-être que ce que vous dites est très pertinent, mais c'est pertinent, c'est pas peut-être. Oui, c'est pour vous. C'est pertinent. Pour vous, parce que... Mais c'est pertinent dans une démocratie. Oui, c'est comme ça que la démocratie fonctionne. Peut-être que la thérapie peut-être gêne, j'allais dire peut-être la thérapie gêne, mais est-ce qu'il n'y a pas, au fond, un problème qu'il faille résoudre lorsque l'on constate que pour la plupart du temps, les critiques envers le régime en place sont instrumentalisées à sa déstabilisation? Non, si vous êtes réfractaire aux critiques, n'allez pas prendre des charges publiques. Parce que la charge publique, là, vous gérez ce qui appartient à tout le monde. Oui, justement, je dis, la critique n'est pas le problème. La critique est le problème. Mais lorsque les acteurs politiques incitent les leurs à prendre la rue, à brûler des édifices, à incendier des maisons d'acteurs politiques, à les s'en prendre physiquement à des acteurs politiques pour manifester une opinion politique, est-ce que parfois de tels actes n'ont pas poussé des acteurs politiques de notre camp, peut-être majoritaire, à ces extrémités que vous dénoncez ce matin? Non. Lorsque vous prenez le pouvoir politique, je vous ai dit que vous prêtez serment. Lorsque vous prêtez serment, vous le prêtez pour respecter la Constitution, c'est-à-dire respecter le pacte social. Lorsque vous violez le pacte social dans l'exercice du pouvoir, c'est normal que les populations
cherchent à manifester leur mécontentement. Les populations, très souvent, vous savez qu'elles sont manipulées par les leaders d'opinion politique. Non, mais je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes acteur politique. Le rôle, vous savez que le rôle de la politique chez nous ici se fait. Comment vous, Nathaniel Kitty, lorsque vous descendez dans votre fiette électorale, du rôle de votre titre de vice-président d'un parti politique, de chef département d'un grand compartiment à l'université d'Abomey-Calavi, comment votre parole prime? Alors, à ce moment-là, le peuple est qui en réalité? Parce que ceux de la mouvance et Nathaniel Kitty qui ont voté cette révision constitutionnelle disent également qu'ils ont répondu aux aspirations, aux besoins de ce peuple-là. Alors, ceux de l'opposition également clament qu'ils défendent le peuple. Alors, c'est deux parties du peuple qui s'affrontent, c'est le peuple qui s'affronte avec lui-même. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Non, ce qui se passe concrètement, vous avez l'ivresse du pouvoir d'un côté qui amène à... Et de l'autre côté, quelle ivresse? Non, vous avez l'ivresse du pouvoir d'un côté et de l'autre qui amène à interdire au peuple et à lui arracher ses droits. Et vous avez de l'autre côté ceux qui défendent les droits du peuple. Mais ce que vous êtes en train de... Vous ne pensez pas que de l'autre côté, ils instrumentalisent le peuple? Lorsqu'on écoute parfois des députés qui autrefois... Permettez-moi justement, toujours pour vous donner le grain de moule de vos pensées. Lorsqu'on voit des députés qui disent défendre le peuple, comme vous le dites si bien ce matin, qui disent être en phase avec les aspirations de ce peuple-là, et dès qu'ils voient leurs intérêts politiques menacés, tout de suite vont du côté de ceux dont vous trouvez l'ivresse politique. Non, vous avez dit tout à l'heure que les responsables politiques manipulent le peuple contre le bien commun. Mais les manifestations sont encadrées. La liberté d'opinion, la liberté d'expression est encadrée. Et lorsque vous prenez la charte des partis politiques, la manière dont les partis politiques vont animer la vie politique, c'est encadré. Justement, parfois ça devient généreux. Non, mais écoutez, partout au monde, lorsqu'il y a manifestation, vous avez l'encadrement de la police. Vous avez les responsables de partis politiques qui sont sensibilisés et sensibilisent les militants à respecter. Est-ce qu'ils peuvent être sanctionnés lorsqu'ils déraillent? Bien sûr. Lorsqu'ils portent, bien sûr, c'est prévu. Lorsqu'ils posent des actes criminels. Bien sûr, c'est prévu par la loi. Merci. C'est prévu par la loi. Non, mais ça c'est une réalité, c'est prévu par la loi. Donc ce n'est pas pour cette raison qu'il faut instituer une traite politique ou arracher aux citoyens leurs droits tels que je viens de vous le lire. On dit les partis politiques d'opposition sont tenus dans la critique de l'action publique de proposer des alternatives ou des solutions constructives. Sont tenus. Justement. Une obligation. C'est pas bien? Non, ils sont libres. Les partis politiques, d'ailleurs... À quoi se résume alors l'opposition pour vous? L'opposition, c'est juste critiquer. D'ailleurs, lisez l'article. Montrer qu'on n'aime pas l'homme qui est là. Lisez l'article, on dit les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui le dit. En obligeant les partis politiques à proposer des alternatives et des solutions constructives, on viole leur liberté. Les partis politiques sont libres. Et on va plus loin. Il a instauré la trêve politique pour compter de la date de proclamation définitive de l'élection du président de la République jusqu'à 12 mois de la fin de son mandat. Durant la trêve, l'animation politique à finalité compétitive et électorale est prohibée. Mais on viole le préambule de la Constitution, à savoir la démocratie pluraliste, et on institue l'arbitraire, la dictature, on confisque le pouvoir politique. Nathaniel Kitty, et j'en finirai là, on va conclure. Il y a beaucoup d'acteurs politiques, vous en êtes un également, je savais que vous n'êtes peut-être pas là ce matin avec cette casquette-là, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui disent que cette constitution de 1990, du 11 décembre, est une constitution qui est taillée
par rapport aux desiderata du moment? Non, vous savez, monsieur le journaliste, la Constitution, ce n'est pas la Bible, ni le Coran. La Constitution On peut l'adapter. Personne, vous ne verrez aucun juriste qui vous dira qu'on ne peut pas réviser une Constitution. Vous ne le verrez pas. Aucun politicien ne vous dira qu'on ne peut pas réviser une Constitution. Le problème qui se pose, c'est qu'il faut respecter la procédure. Il faut respecter la souveraineté du peuple. Il faut respecter les limites instituées par le peuple. C'est juste le problème qui se pose. Et c'est de ça il est question. C'est pourquoi, à l'entame du débat, je vous dis que dans le travail parlementaire qui a été fait, il y a un manquement grave à la compétence. Par rapport à l'adaptabilité, vous ne voyez pas que, par exemple, les élus députés, moi, quand j'ai lu, j'ai quand même eu un peu d'émotion, ils ont mis que tout député qui démissionne de son parti politique perd son siège. Cette disposition, par exemple, elle ne vous enchante pas? Peut-être que si elle était en vigueur, les démocrates n'auraient pas eu. Non, moi, ce n'est pas un débat nouveau. C'est un débat nouveau. C'est pas un débat nouveau plutôt, c'est un débat qui existe il y a très longtemps. C'est-à-dire que le problème auquel on est confronté, c'est d'abord la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Un élu, il tient sa légitimité de ses électeurs. C'est vrai que le mandat impératif est interdit. Mais c'est aussi vrai que lorsque vous démissionnez de votre parti, même si vous ne perdez pas votre siège à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez plus être candidat sous la bannière de ce parti aux prochaines élections. Et si vous êtes élu dans un fief du parti, vous savez déjà ce qui vous attend comme résultat. C'est que même si vous allez aux élections, vous la perdez. Et lorsqu'on sait que la population ne peut pas le temps suivre un homme, ça a été pour la plupart des cas. Voilà. Si vous regardez depuis 91, si vous regardez, vous vous rendez compte que la plupart de ceux qui démissionnent de leur parti ont des difficultés de réélection. À peine quelques-uns ont pu réussir à se faire élire. Il peut y avoir de bonnes intention, telle que vous venez de le dire, dans la proposition de loi. Mais dans la réalité, cette proposition de loi, telle qu'elle a été adoptée, viole non seulement la procédure, mais également les balises qui ont été posées à la conférence nationale. Merci à vous, Nathaniel Renouillon Kitty, pour ce moment d'échange assez intéressant. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques et droit public à l'Université d'Abomey-Calavi. Vous êtes le chef département sciences politiques. Merci pour ce moment d'échange. Je pense que vous serez disponible pour un débat. Je le serai. Vous le serez. Vous prenez l'engagement de nos amis internautes. Oui, parce qu'on a constaté que ce soit dans l'opposition de la mouvance, il y a beaucoup qui fuient les débats ces temps-ci. Non, moi, je ne l'ai jamais fui, vous le savez. Voilà, c'était Horizon News. Vous informer vite, bien et sans détour. Le professeur Kitty l'a dit sans ambiguïté. Toucher aux clauses intangibles de la Constitution de 1990, c'est risquer de fragiliser durablement la démocratie béninoise et d'ouvrir la voie à une concentration excessive du pouvoir avant 2026. La vigilance citoyenne est plus que jamais nécessaire. Alors, une question directe pour vous. Êtes-vous prêt à défendre la Constitution actuelle ou pensez-vous qu'une révision encadrée est possible? Dites-le nous en commentaire, tous les avis comptent. Si cette analyse vous a interpellé, aimez, partagez massivement et abonnez-vous à Horizon News en activant la cloche. L'actualité africaine ne prend pas de pause, nous non plus. À très vite pour la suite.